Bonsoir tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode de la soirée des contes. Alors, je vais vous présenter notre premier conteur ce soir, Pascal Aubu, et son conte s'intitule « Mon père contre le désert ». Bienvenue. Merci. Merci. Mon père, c'est quelqu'un de bien. Il s'est toujours essayé d'aider la famille, surtout moi et mes frères. Il a essayé d'aider ma mère. Il a fait qu'est-ce qu'il peut. Il a travaillé fort. Puis même, il a travaillé fort pour qu'on ait une grande maison. Notre maison là, est tellement grande qu'on a un toit cathédrale. Mes frères et moi, là, chacun a notre endroit, notre espace. On est tous bien organisés. Puis mon père, il a travaillé fort pour ça. Tu sais, ça demande beaucoup. Parce qu'il a essayé de travailler contre le désert. Mais ça, il faut que je vous raconte ça. C'est qui mon père? Mon père, bon, premièrement, notre maison, avant d'aller là-dessus, la maison où est-ce qu'on est, parce qu'il a travaillé fort, il y avait là bien longtemps un océan. Puis l'océan, il avait emmené beaucoup de sable, puis il y avait des grandes plages, puis ça a pris du temps avant que l'océan sèche. Par la suite, ça l'a repoussé, il y a eu beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure, à un point où les arbres étaient tellement grands qu'ils ont commencé à couper les arbres, ils ont ramassé, puis ils ont fait des bois de charpente pour pouvoir faire des bateaux, puis l'emmener pour la marine anglaise. Après ça, il y avait besoin encore plus. Ça fait qu'ils ont commencé à brûler les champs pour pouvoir faire le chemin de fer qui passe par là. Mais c'était pas assez. Ils ont continué encore plus, mais en enlevant les arbres, puis tout le broussailles, tout ça, il a commencé à vanter. Il y avait tellement de sable qu'il y avait de la misère à faire pousser, même pas des patates. À un point où tous les gens de Bourgette n'étaient plus capables de pouvoir faire planter n'importe quoi. Ils ont abandonné leur maison, ils ont abandonné leur ferme. Ça a pris du temps jusqu'à temps que mon père arrive, puis il a trouvé la solution. Bon, mon père. Mon père, c'est Ferdinand Fortunat Larose. Puis, on l'appelle Fortunat parce que c'est vrai qu'il est chanceux. Bon. C'est vrai qu'il est né le 1er avril 1888. Puis, bon, même si c'est le 1er avril, ça a toujours été quelqu'un qui avait un bon sens d'humour. Il a travaillé fort, mais il était intelligent aussi. Il a commencé, il a fait un bac en art. Ça, c'était bien. Il a été plus loin, il a fait un bac en philosophie. Il a été plus loin, il a fait un bac à Oka en agriculture. Puis c'est là qu'il a découvert que, hey, j'aime ça. Il a été encore plus loin que ça. Il a travaillé comme ingénieur. Il a commencé comme ingénieur pour inspecteur aussi, pour pouvoir travailler avec l'organisme qui s'occupe provincial, qui va s'occuper des terres, puis il l'avait envoyé pour pouvoir vérifier c'était quoi les terres agricoles, qu'est-ce qui était possible de faire. Pendant qu'il a fait le tour, qu'il a vérifié toutes les terres alentours, quand il est arrivé à Bourget, il a vu que c'était beaucoup de sable, que c'était dur à faire pousser, puis il a trouvé une solution. Il a fait un plan. Il s'est assis, il a dit « Moi, je vais vérifier comment est-ce qu'on peut aider là-dessus. Il faut qu'il y ait de l'abondance qui arrive ici dans la région. » Ça fait qu'en pensant comme il faut, il a été capable de voir que, bon, il y a des tourbières avec des pins rouges, des pins blancs. On va commencer à faire pousser là-dedans. Puis il a pensé ça, il a fait son plan, il l'a présenté au gouvernement. Le gouvernement, il a aimé ça. Ça fait que c'est bien, il y a eu des fonds, puis il a pu aller, puis trouver des gens pour pouvoir l'aider, puis commencer à planter. Ça fait qu'il a demandé notre aide aussi, à moi puis mon frère. Ça fait qu'on voulait l'aider. On a travaillé fort aussi. Ben, ça a pris qu'en 1928, ça a commencé, il y avait 40 acres, qui avaient 6000 pins rouges. Puis il a continué à travailler 40 ans plus tard. 40 ans. Bien là, il était capable de se rendre jusqu'à 1 million. C'était la deuxième plus grande forêt créée par l'homme au monde. Tellement que les gens venaient, des oiseaux différents, des plantes, des champignons, des gens venaient même du Japon pour voir qu'est-ce que c'est. Mon père, là, c'était tellement quelqu'un qui avait de l'effort, il avait du courage. Puis quand il a pris sa retraite en 1950, il y avait 1 million d'arbres plantés par année. C'est sûr qu'il est parti en 1955, puis il a quitté, puis il est retourné voir notre terre-mère. Mais on est bien contents. Puis moi, puis les 18 millions de frères que j'ai,
on est donc heureux qu'il nous a plantés. Puis on a travaillé fort. Puis quand vous venez à la Forêt-Larose, vous pouvez nous entendre murmurer, chuchoter, parce qu'on parle aux nouvelles pousses, puis on raconte tout ce que notre père a fait, puis comment est-ce qu'il s'est battu pour aller contre le désert, puis il a gagné. Merci. Là, on est rendu à un autre conteur, Bernard Paquette, qui va nous raconter la libération des esprits. Bernard. Bonsoir tout le monde. C'est un conte que j'essaye ce soir. J'espère que ça va bien sortir. La libération des esprits. Il y a de ça un bon bout de temps. C'était un été chaude, puis il y avait une grosse sécheresse. L'école était finie, puis il y avait 4 jeunes qui étaient inséparables. Et les 4 avaient quelque chose en commun, c'est qu'ils avaient été marqués par la vie. Le premier, je l'appellerais le leader. Lui, il avait vu quelque chose, puis il n'avait pas été capable de convaincre les gens à le croire, et quelqu'un avait été pendu, puis il s'était toujours senti coupable. Le deuxième, je l'appellerais le costaud. Le costaud, lui, c'était une personne joviale, toujours de bonne humeur, mais lui, sa mère avait été malade pendant que son père était absent, puis il avait essayé d'emmener sa mère dans une charrette jusqu'au docteur, mais il ne s'était pas rendu en temps, sa mère était morte. Puis il s'était dit, Moses, si j'avais été plus fort, là, j'aurais pu sauver ma mère, puis mon petit frère. Puis depuis ce temps-là, là, il a toujours travaillé à devenir plus fort pour aider les gens, mais ça l'avait marqué. Le troisième, je pourrais l'appeler le suiveux ou l'ange gardien. Lui, 3 fois qu'il voyait quelqu'un qui allait faire quelque chose de travers, il le suivait. Parce que lui, dans l'été, très tôt dans l'été, son jeune frère a voulu se baigner, puis il n'a pas voulu y aller. Puis son frère s'est noyé. Puis il dit, si j'avais été là, si je l'avais suivi, moi je suis bon nageur, je l'aurais sauvé. Puis il l'avait sur le cœur. Puis le dernier, je vais l'appeler le bouffon. Ça en prend toujours un en gang, hein? Fait que c'était le bouffon. Puis lui, à force de tellement faire des farces, que le monde ne le croyait plus, puis un soir, il a dit « Hey, il y a du monde qui est après nous voler, puis il n'y a personne qui l'a cru. » Puis, son père a été ruiné, puis sa famille, puis il s'en est toujours resté avec ça. Mais il a toujours, après ça, cherché à gagner de la crédibilité, mais c'était sa faiblesse. Fait que dans cet été-là, sèche, il y a une rivière qui avait descendu, puis on parlait qu'il y avait comme dans la grande fosse, comme un tourbillon, puis qu'on voyait une caverne. Puis là, les anciens disaient, « Oh, ça là, c'est l'œil du diable, faut pas aller là. » Puis ils avaient défendu aux enfants de pas aller là, sinon ils auraient été réprimandés. Puis à cette époque-là, les réprimandes, c'était pas juste aller dans le coin, hein? Moi, j'ai connu la bastonnade, puis me voisin, c'était la strate. Fait que dans ce temps-là, c'était ça. Fait que le leader avait dit, « Faudrait y aller. » Il dit, « Peut-être, il avait dit au suiveux, peut-être que si on y va, on pourra peut-être trouver ton frère. Le corps de ton frère, non? Il l'avait jamais retrouvé, puis... Fait que, il l'a convaincu. Fait que là, les jeunes se sont dit, au lieu d'aller direct au nord, tout le monde va savoir si on va arriver. On va aller au sud, passer dans la vieille bourgade, vieux village indien abandonné. Puis après ça, on va bifurquer pour aller à la rivière. C'est un endroit où on va jouer souvent, fait que personne ne va questionner. Fait qu'ils sont rendus aux anciens villages indiens. Puis qu'est-ce qu'ils voient? Un vieil homme avec un chapeau monté, puis une plume qui est à genoux, qui est prêt de boire une tisane. Puis là, il dit, mon Dieu, il t'a fait peur, il est maigre, il est vieux, à face plissée. Fait qu'il ne savait pas trop quoi faire. Il s'attendait à voir un village abandonné. Fait que l'Indien, il les a fait venir, c'était un chaman. Puis il a dit, je vous connais, vous. Il dit, non, on ne vous a jamais vu. Oui, oui. Puis là, il a ouvert un linge, puis il avait tous les bonbons favoris des 4 enfants.
Il dit, voyez, je connais vos goûts. Le leader, il dit, c'est intéressant ça. Il dit, vous êtes liés. Le leader, le suiveux. Le nord, le sud. Vous avez le costaud, l'ouest, le bouffon, la grande parole, l'est. Vous formez 4 points cardinaux. Ensemble, vous êtes une équipe imbattable. Moi, mon rôle, c'était libérer les esprits des gens qui ont été enfermés dans cet œil-là. Mais je ne peux pas y aller tout seul. J'ai prié longtemps. Puis, dans mes prières, je vous ai vu. Parce que vous faites les 4 coins cardinaux avec votre personnalité, vous êtes les seuls à pouvoir y aller. Oui, mais là, il dit, allez se défendre, allez se battre avec le diable. Il dit, on est jeunes, là. Fait qu'il leur a donné chacun un talisman. Mais il dit, rappelez-vous, jamais être seul, toujours minimum 2 par 2. Il a donné une plume. Il dit, la plume, vous voyez ensemble, voyagez ensemble, il faut vous tenir la main, voyager. Il dit, je vais vous donner aussi chacun un petit sac, chacun une pièce de monnaie. Ça, c'est pour payer le passeur quand vous allez aller dans l'autre côté. Puis, toi, je te donne un petit sac de sel. Ça peut servir de barrière entre le malin et toi. Toi, le suiveux, je te donne un petit sac de poudre pour voir l'invisible. Toi, le costaud, je te donne une poudre pour une force extraordinaire au-delà de ce que tu as. Puis toi, le suiveux, le bouffon, toi, il dit, je te donne une petite poche de terre pour te rappeler d'où ce que tu viens. OK. Fait que là, le chaman les conduit jusqu'à l'œil. Puis là, ils voient bien qu'il y a une caverne. Puis là, ils comprennent bien qu'avec les années, qu'il y a bien des corps qui ont disparu, qui devraient être là. Fait qu'ils ont descendu dans la caverne, puis le chaman dit, je serai à l'entrée pour vous recevoir, quand vous reviendrez. Ils voient la mort en personne. Fait que là, ils ne savent pas trop quoi dire. Hein? Fait qu'il leur donne chacun une pièce de monnaie, puis il les fait passer dans l'autre côté. Mais là, c'est des tunnels à perte de vue. Fait que ça va nous prendre une éternité à se rendre à l'autre bout. Fait qu'ils se tiennent la main, ils prennent la plume, puis ils voyagent. Puis ils se rendent sur une montagne, juste devant une caverne, où il y avait un monsieur bien habillé, bien instruit, qui les attendait. Il dit « Bonjour ». Il dit « Mon Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de la visite ». Là, il comprenait bien que c'était la personne qu'il devait affronter, qui était le gardien des esprits. Alors, il dit, mon Dieu, vous avez des beaux colliers. Il dit, moi, je les collectionne. Il dit, si vous voulez, je vais vous donner chacun une pièce d'or. C'était tentant pour des enfants, une pièce d'or avec tous les bonbons qu'ils vont acheter. Mais là, les 4 étaient ensemble. Fait que le malin n'avait pas l'emprise qu'il voulait. Il dit, non, c'est sentimental, on ne peut pas le vendre. Il dit, j'ai une belle collection, voulez-vous voir ma collection? Il dit, venez, c'est dans ma caverne. Fait que là, le leader, il dit, il dit, nos yeux, là, ne sont pas habitués à la noirceur. Il dit, passez en premier, là, parce qu'on va vous suivre. Fait que le malin rentre dans la caverne, le leader suit, puis tout de suite, dans sa tête, il prend sa petite poche de sel, puis il fait une ligne dans le fond de la caverne. Puis quand le malin se retourne, il sait qu'il est trappé. Mais le malin, il est fort. Mais le suiveux est arrivé. Alors, ils sont encore 2 pour combattre le malin. Fait que le deuxième arrive et dit, là, on niaisera pas, là. On est venu ici de libérer les esprits. Quel esprit? Regardez, ma caverne, vous voyez les beaux colliers? J'ai dit la vérité. Je les troque. Fait que le suiveux prit sa petite poudre, puis là, il voyait l'invisible, il voyait comme une horreur boréale au-dessus d'un puits avec une grosse roche. Puis là, il savait que c'était le puits des hommes oubliés.
Mais là, le combat s'engageait entre le bien et le mal pour libérer les esprits. Le costaud arrive. Le malin, il dit, écoute, il dit, si t'es capable, il dit, écoute, ça, c'est ma table où est-ce que je mange, là. Regarde-moi la grosseur que je suis pas capable de lever ça. Comment tu veux que j'enferme des esprits là-dedans? C'est impossible. Le costaud prend sa poudre, puis d'une force incroyable, il soulève la pierre. Puis là, il entend des soupirs, des murmures, des cris, des lamentations, des âmes confus. Ils ont oublié, hein, depuis des âmes perdues. Là, chacun avait joué leur carte. Mais le combat n'était pas fini. Les esprits étaient sortis, mais ils avaient oublié. Ça fait tellement longtemps qu'ils étaient là qu'ils ne savaient plus pourquoi ils étaient là, d'où ce qu'ils venaient, pourquoi ils étaient là. Alors, la dernière entrée, c'est le bouffon. Fait que là, les quatre sont là avec leur talisman. Puis le malin, il dit, ouf, là, je ne peux plus me servir de mes pouvoirs, alors il faut que je me serve de la ruse, de l'intelligence. Il voit le bouffon, il dit, t'aimes ça rire, toi? Ah ouais? Il dit, écoute, il dit, si tu veux, on peut jouer les âmes. Le bouffon, il dit, ouais, mais je sais pas avec qui que je joue, puis je sais pas si tu vas respecter ta promesse, puis je sais pas, je connais pas ton calibre. Ben, il dit, gars, on va écrire les règles, on va faire un test, puis si t'es capable, on signe. Le chaman leur avait dit qu'il y aurait une plus grande emprise s'il pouvait savoir le nom du malin. Fait que c'est correct, il dit, si je passe pas les 3 épreuves, que ce soit des dictées, des charades, des devinettes, vous partez avec les ans. Si je réussis, je les garde. Puis il dit, t'as le droit à un test pour me tester, pour savoir quel calibre que je suis. Fait que le bouffon, il dit, OK. Il signe. Puis là, l'autre, il va signer. Nitram Mondelté. Il le regarde, il dit. C'est drôle, il dit. Quand je regarde ça à l'envers, là, ça fait Martin, le démon. Là, le diable ne te parle encore d'emprise. Fait que là, le combat s'engage entre le bouffon. Il dit, c'est mon test, il dit. Il dit, quel est l'animal qui mange des souris? Un animal qui vit dans les égouts. Et les 3 ensemble fait ce que je fais. Le démon, il dit, ça se peut pas. Mon Dieu, qui est imbécile. C'est du tout cuit. Et il dit, c'est un charade. Bouffon dit, t'es fort. Oh, je suis prêt. On commence. Première question. Il le regarde et dit, comment appelle-t-on un rat dont il a coupé les 4 pattes? Le démon dit, ça se peut pas, une imbécilité comme ça. Il dit, un raccourci. Le bouffon, il dit, il faudrait que je sorte l'artillerie l'autre. Là, c'est 3 copains. Il dit, écoute, là, tu joues nos armes, tu joues les armes, là. Fais pas de folie, là. Il dit, oui. Il dit, deuxième devinette. Il dit, qu'est-ce qui vole qui n'a pas d'aile? Non, excusez-moi. Comment appelle-t-on un mouton dont elle a coupé les 4 pattes? Le démon, il dit, si tu me prends pour un niaiseux, là, il y a 2 réponses à ça. Il dit, un nuage, mais un mouton qui a coupé 4 pattes, tu ne l'appelles pas, tu vas le chercher. Oh, le bouffon, il dit,
Alors, il dit, c'est l'artillerie lourde, c'est la guerre. Il dit, je suis fort en dictée, moi. Le démon, il dit quoi? Tu veux me défier en dictée? Toi, moi, le père des contrats? Moi? Oui, une dictée. Je suis fort en dictée. Puis il dit, ah ben, si tu n'es pas capable, tu fais des fois de me dicter, tu perds. Puis si tu n'es pas capable d'écrire les mots que je te donne, tu perds. Puis si tu n'es pas capable d'écrire la phrase, tu perds. Le diable dit, pas de problème, vas-y, t'as dicté. Alors, le bouffon est là. T'es prêt? Oui. Il dit, un seau, ayant un seau en main, fait un seau, faisant ainsi que les deux seaux se retrouvèrent par terre. Fait que ça dit, on va sauter, SCAU. Hey, ça s'écrit pas ton affaire. Et voilà, j'ai gagné. Ah là, tabarnak, il y avait un contrat. Fait que là, les hommes ont commencé à se promener partout. Puis là, il y avait tellement de l'oubli là-dedans, là, que là, tout le monde ne savait plus pourquoi il était là. Là, le bouffon, il avait son petit sac, puis il a ouvert, puis c'était la terre de son village. Puis là, tous les hommes ont sorti. C'était comme un horaire boréal. Puis là, on est sorti par le tunnel, ça a sorti. Le premier homme qui a sorti, c'était le père du chaman, qui l'a remercié. Après ça, les hommes sont sortis, puis ça s'en allait au ciel. Après ça, les enfants ont suivi avec la foulée des hommes qui sortaient. Puis après ça, le petit garçon, le suiveux, il a vu son petit frère, puis il a donné le jouet qu'il avait volé. Puis après ça, son petit frère est parti. Fait que tout qui finit bien, les hommes sont libérés. Les jeunes savent pourquoi ils avaient été marqués par la vie. Mais dans le fond, il y a une morale à cette histoire-là. Il y en a qui vont dire les contraires s'attirent. Les forts, les faibles s'attirent. Bien, c'est pas ça la vraie morale. Moi, je vais vous le dire, la vraie morale. Ne jamais sous-estimer un bouffon, parce qu'il y en a toujours un, dans le fond, qui est plus smart qu'on pense. Merci. Bonsoir. Je vais vous présenter notre dernier conte, Gilles Chartrand, notre dernier conteur, je veux dire, pour la soirée. Et son conte s'intitule « La rencontre mensuelle de 8 grandes amies ». Gilles. Huit amies de longue date se rencontrent à tous les derniers dimanches du mois. Elles font de l'artisanat autour d'une grande contrepointe, échangeant les dernières nouvelles, des potins et aussi quelques commérages anodins. Ce sont 8 dames qui se tiennent bien occupées avec diverses activités et se gardent en bonne condition physique. Lors de leur dernière rencontre, elles décident de parler sur certains exploits ou faits inédits de leur aïeul. Alice, une adepte de la pêche, nous parle de son grand-oncle, conducteur chevronné d'autobus. Ce trajet d'un bout à l'autre du pays était très commun et pouvait durer de 3 à 4 semaines. Carole est une as du curling et une ancienne championne provinciale. C'est son parrain qu'elle présente comme conducteur de camion longue distance. Ses voyages le mènent partout au Canada, dans plus d'une dizaine d'États aux États-Unis. Lucie, une ancienne athlète olympique en luge, nous vante les exploits de son arrière-grand-père, conducteur d'une locomotive sur la ligne du Canadien Pacifique qui reliait Halifax à Vancouver, un projet d'une mer à l'autre. Nadine, ancienne nageuse membre de l'équipe provinciale, nous relate les voyages de l'un de ses nombreux cousins, le capitaine d'un grand paquebot de croisière durant plus de 25 ans. C'est au tour de Suzanne de surprendre ses amis avec ses nombreux récits de chasse. Les fusils de calibre 22, 12, 30 non plus de sacré pour elle. Et elle les manie comme une experte. Mais ce qui le surprend le plus, c'est d'apprendre que son arrière-grand-père était dans la marine durant la Deuxième Guerre mondiale, de 1939 à 1945. Il était le responsable du lancement des torpilles dans un sous-marin de la Marine royale du Canada. Pauline ne manque pas.
sa chance de parler de ses grandes qualités de joueuse émérite de poker et de ses belles victoires dans les casinos aux États-Unis. Par contre, elle ne s'en laisse pas imposer par les récits de ses amis. Surtout qu'un arrière-grand-oncle a lui aussi participé à la Deuxième Grande Guerre, à titre de commandant sur un porte-avions. À son tour, Sergine, une championne provinciale de ski de descente, a bien hâte de vanter les exploits d'un grand-oncle. Il est un très, très grand voyageur et il n'est plus au pays depuis plus de 6 mois. Ses amis lui demandent ce qu'il fait de si spécial. Très fier d'elle, elle leur répond qu'il est membre de l'équipe scientifique sur la station orbitale. C'est maintenant au tour de la dernière des 8 amis de prendre la parole. Antoinette. Antoinette leur apprend qu'elle ne se considère pas comme une grande athlète, puisqu'elle ne fait que de la randonnée à bicyclette de 25 à 50 km. Ses amis lui demandent de parler sur un aïeul célèbre si elle en a un. Un peu timide, elle répond que c'est oui. Elle ajoute que ce qu'il faisait remonte à très, 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 très longtemps. Dans le temps. C'était même durant le déluge. Il était le capitaine de l'Arche de Noé. Puisque toutes ses amies connaissent bien le bon sens d'humour d'Antoinette, malgré sa timidité, elle en profite donc pour la taquiner un peu, en allant aux éclats. Elles lui disent que si son aïeul conduisait comme elle, pas sa bicyclette, mais sa voiture, ce n'est pas surprenant qu'il se soit échoué sur la tête d'une montagne. Voilà, c'est tout. Merci. Eh oui, c'est encore la fin. Fait que merci à tous les compteurs, spectateurs sont venus. Et bonne fin de soirée. Merci.